Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de la Haute-Côte-Nord. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, on écoute le témoignage d'une personne qui s'est retrouvée prisonnière dans une relation toxique, une relation de dominance de la part de son conjoint. Mon invité nous raconte son histoire de violence conjugale et comment elle s'en est sortie. Aujourd'hui, je reçois Suzy Levasseur. Bonne émission. Bonjour Suzy, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va super bien. Et puis, je suis vraiment contente que tu sois là avec nous aujourd'hui pour l'émission. Ça me fait plaisir, vraiment. Parce que j'ai vraiment d'entendre ton histoire, donc une histoire de violence conjugale. Oui, ça fait déjà plusieurs années, mais oui, effectivement. Bien, justement, ça fait plusieurs années. Dis-nous, comment que ça a commencé, cette relation, au tout début, là? Oui, bien, tu vois, ça fait longtemps, là, je vais me remettre un peu là-dedans, mais le tout début, c'était... j'avais un peu de misère, moi, avec les relations. J'avais pas rencontré personne de sérieux. Tu sais, c'était compliqué, j'étais renfermée, j'étais gênée et tout ça. Fait que ma première relation sérieuse là, de couple, là, je peux dire, ça a été avec lui. J'avais 23 ans. Non, quand ça a commencé, j'avais 21 ans. OK. Et lui, 23, 24, là, il sortait de pénitencier. Il est rentré, il n'avait même pas 18 ans là, au pénitencier. Il a fait 5 ans là, pour des vols qualifiés, toute une grosse histoire autour de ça. Fait qu'on a commencé notre relation, puis ça a été quelque chose de très rapide là, qui s'est installé. Là. Lui avait déjà son profil. Il y avait eu d'autres personnes avant moi, mais moi, c'était du nouveau, là. Ce genre de relation-là, ce milieu familial-là, ce milieu de vie-là, tout était du nouveau pour moi. Fait que j'essayais comme de naviguer là-dedans, là, mais c'était pas très évident quand même. Fait que c'était des hauts et des bas tout le temps, mais tout a été hyper rapide là, dans notre relation. Là. D'accord. Donc, au tout début, il était comment avec toi? J'imagine que ça n'a pas commencé du jour au lendemain. Bien, là. ça a quand même été rapide parce que lui, il avait déjà des expériences, fait qu'il savait un peu comment procéder. Hein, tu sais. C'est donc, des tu n'étais pas la première victime, on peut dire. Non. Okay. Puis, tu sais, les conjoints violents, c'est vraiment des stratégies qu'ils mettent en place. Fait que lui, il avait un peu d'expérience. Moi, je n'avais pas vraiment. Fait que j'étais la personne parfaite pour que ça aille rapidement. Je venais d'une famille aimante, soutenante. Tu sais, moi, j'ai pas connu rien de tout ça dans ma famille. Là. Tu sais, je suis pas... Souvent, les gens s'imaginent que les femmes, c'est parce qu'ils ont vécu dans une famille difficile. Mais c'est comme revivre la même. Mais c'est pas mon cas du tout. Là. Et dans les débuts, c'est sûr qu'écoute, je pensais vivre ma belle histoire d'amour là, avec le prince charmant et tout le kit, là, mais finalement, non, ça a été plutôt les ténèbres. D'accord. Ouais. Et quand ça a commencé, quelle sorte d'attitude qu'il y avait envers toi? Mais ça commence tranquillement à ce niveau-là. Il installe ces choses. Ça peut être juste... tu sais, à ce temps, on utilise le mot violence coercitive. Hein? La violence coercitive, c'est toutes les stratégies de contrôle et domination. Ça inclut toutes les formes de violence, mais c'est vraiment... stratégie est le bon mot là, pour expliquer ça. Fait que c'est des fois un mot, une attitude, un comportement, une posture, un regard que moi, je vais savoir que là, oups, il y a quelque chose. Je sais pas ce que j'ai fait de mal, mais il y a quelque chose. À d'autres moments, je vais avoir fait la même chose, puis il n'y a pas de problème, mais dans sa façon, là, je suis mal à l'aise. Je sais plus où me placer. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends rien. Tout ça s'installe là, à tous les jours, tranquillement, pour arriver à de la violence des fois plus forte. Là. Dans mon cas, ça a été ça. Dans d'autres cas, ils n'ont pas besoin d'avoir de violence physique pour être capable de dominer, contrôler leur conjointe. Là. Mais dans mon cas, ça a été très loin. Donc, dans le fond, on peut dire que c'est psychologique et physique, les deux. Tout à fait. Moi, j'ai vécu pas mal toutes les formes de violence. Là. Quand on parle de violence conjugale, là, je les ai pas mal toutes eues. Parce que c'est un homme qui a une extrême violence en lui. Fait que moi, c'était toutes les sphères de ma vie qui étaient contrôlées là, par le conjoint violent. D'accord.
Peux-tu nous raconter justement un épisode que tu te rappelles qui a été marquant pour toi? Bien, je raconte tout le temps la dernière épisode. En fait, j'ai été en relation un premier 8 mois. À un moment donné, j'ai fait comme, moi, j'ai pas envie de ça. Non, je veux pas fonder de famille. C'est pas le genre de vie que je veux avec mon enfant. Je suis partie. J'ai réalisé que j'étais enceinte un coup que j'étais partie. Fait que pour moi, une famille, c'est la maman, le papa ensemble, c'est ça une famille. Puis je l'avais vu avec les autres enfants, puis je disais, bien, écoute, c'est un bon père, je pense. Hein? Fait que je suis retournée. Je suis revenue. Entre-temps, lui, il faisait des in-out, excusez le mot. Là. Oui. Il rentrait, il sortait de prison. Oui. Fait que j'ai accouché pendant qu'il était en prison. Fait qu'on n'était pas ensemble à ce moment-là. J'ai fait un premier 7 mois chez mes parents avec mon fils. Puis il y a quelque chose qui s'est développé en moi à ce moment-là. Okay. Le fait d'avoir un enfant a développé mon côté lionne, si je peux dire. Une force en toi. Oui, là. Mon fils, c'était ce qui avait le plus important dans ma vie. Moi, tu peux me faire ce que tu veux, mais mon fils, tu touches pas à ça, là, d'aucune façon. Fait que quand je suis retournée avec mon fils avec lui pour voir qu'est-ce que ça pouvait être, mon fils avait 7 mois. Okay. Mais en l'espace de septembre, octobre, novembre, décembre, là, ça a monté en flèche. Là. C'est ce que j'allais demander. Oui. J'imagine que là, après ça a augmenté après l'arrivée Oui, de... parce que j'étais plus la même personne. Il ne pouvait plus faire ce qu'il voulait avec moi, en ce qui concernait mon garçon. Je m'affirmais, je disais non. Et c'est à ce moment-là que les conjoints violents vont utiliser la violence physique. Quand ils voient que les autres stratégies ne fonctionnent plus. Qui ont perdu le contrôle qu'ils avaient. Là. Tout à fait. Fait que c'est vraiment comme ça que ça... Puis c'était rapide, là, ça a commencé par lancer des objets, me retenir, m'empêcher de sortir, me serrer les bras, me faire des menaces qui allaient s'en prendre à mon fils. Puis là, je comprenais plus rien. J'étais, voyons, je l'ai vu avec les autres enfants, ça allait bien. Il a toujours protégé les enfants de ce que je croyais, puis là, il veut s'en prendre à son propre fils. C'était une personne qui consommait beaucoup. Il a vendu les bijoux de baptême à mon garçon. Fait qu'il y avait comme plein d'affaires qui faisaient « Ah là là! » Fait Puis on a déménagé tous les mois pendant cette période-là, pendant les 4 mois, pour finalement m'éloigner vraiment loin de mes parents. Moi, j'habitais Bécomo-Marquette. Mes parents y habitaient là. Puis on était rendus à Ragno, dans des logements autochtones, que lui avait accès à ça. Fait que j'étais vraiment très loin de mes parents. Et c'est à ce moment-là que, dès que j'ai rentré dans cet appartement-là, tout s'est mis en place. Puis moi, j'ai commencé déjà à chercher un autre appartement parce que je voulais plus faire appel à mes parents. J'avais honte, je me sentais coupable. Mes parents, ils voyaient bien qu'il se passait quelque chose de pas normal. Là. Ils le voyaient, là, ils se sentaient. Là. Est-ce que tu avais encore contact avec tes parents? Oui, oui, ma mère, dans le fond, comme j'ai été 7 mois chez mes parents avec mon garçon, ma mère a joué un peu le rôle de l'autre parent. Mon fils, il avait beaucoup de difficultés, il dormait pas beaucoup, fait que elle s'occupait de lui le jour, moi je m'occupais de lui la nuit, là, il se réveillait constamment, c'était un enfant agité, un enfant qui avait des problèmes de santé, grippe, otite et tout, le lait fonctionnait pas, fait elle a joué ce rôle-là, fait que quand je m'en étais avec lui, elle venait le chercher là, régulièrement pour passer du temps avec lui, pour conserver le lien avec lui, puis elle sentait que il fallait le sortir de temps en temps du milieu pour essayer d'apaiser les choses. Là. Fait que ça a aidé beaucoup, là, cette période avec tes... Oui. Fait que quand je vais revenir à l'événement là, que tu voulais que je t'explique. Oui. Quand j'ai été isolée, là, loin de mes parents, il a essayé de mettre des stratégies, mais autour de mon garçon. Et là, j'ai commencé, moi, à dire non. Parce que je l'avais, mon fils, j'avais ma routine, je savais comment ça fonctionnait, je savais ce qui était bien pour lui. Toi, tu arrives, tu le sais pas, tu peux pas tout changer, tu sais. Mm-hmm. Fait que, il a commencé par dire que mon fils, il se couchait à 6-7 heures le soir. Il se levait pour un boire la nuit. Je donnais une bouteille, il s'en rendormait. Il se levait à 6 heures le matin. Mm-hmm. À 10 heures, 9-10 heures, il se couchait pour une sieste. Il s'en relevait. L'après-midi, la même affaire, puis il recouchait. C'était la même routine. Fait qu'une sieste d'1 heure et demie le matin, une sieste d'1 heure et demie l'après-midi. Il y a 11 mois à ce moment-là. La routine va super bien,
Mais lui trouvait que 6 heures, c'était trop tôt pour se réveiller. Fait qu'il a dit... Mais on sait très bien que on n'a pas le contrôle là-dessus. Ben oui. Fait que là, il avait dit, OK. faut qu'il se lève après 7 heures. Ah oui, OK, d'accord. On fait ça comment? Il ne dormira pas de la journée. Pour quand je vais le coucher, il va se lever. J'ai fait comme, ben non, ça ne marche pas comme ça, les enfants, là. Il y a sa routine, non, mais qu'ils veulent dormir, il va dormir. Et c'est là, le 6 décembre, où moi, je me suis opposée de façon, je pourrais dire féroce, parce que ma lionne en moi disait, c'est pas vrai que tu vas empêcher mon fils de sa routine, que tu vas briser ce que j'ai construit depuis 11 mois. Ce que tu n'avais jamais fait avant, c'est non. ça? OK. Non, pas aussi fortement. Pas aussi fortement. Non. Fait que quand ça a été le temps de la sieste, moi, j'ai fait comme d'habitude. J'ai pris mon garçon avec sa bouteille, puis j'ai parti pour aller le mettre dans sa couchette. Et dans le fond, j'ai inculqué le temps de mettre mon fils à terre puis de le mettre en arrière de moi. Puis les coups ont commencé. OK. Ouais. Fait que tu l'as protégé? Oui. OK. Fait que moi, je me défendais comme ça. Puis ça a duré, c'était il me sautait dessus, il me frappait pareil comme une vraie bagarre de rue qu'on voit, là. Comme j'étais... moi, je comprenais rien. C'est l'homme que j'aime qui est en avant de moi. À quoi tu pensais pendant que... J'essayais juste de me protéger, mais surtout protéger mon garçon. Je comprends rien. Oui. Comment une personne que j'aime peut faire ça? Je suis totalement dans l'inconnu, dans l'ambiguïté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste voulu protéger mon fils. Tout ça passe dans, tu sais, c'est rapide quand même. Puis finalement, après combien de temps, je ne sais pas, il arrêtait. J'allais coucher mon fils, puis ça recommençait l'après-midi, au moment où j'allais coucher mon fils. Puis la nuit, il dormait sur le divan en avant de la porte pour être sûr que je m'en aille pas. Ça a duré comme ça 3 jours de temps. Moi, j'étais sûre que je ne sortirais jamais de là. Puis mon fils non plus. Là. Je l'ai protégé comme j'ai pu, mais il nous menaçait constamment de... soit, un moment donné, c'était « je vais te tuer, toi, je vais garder ton enfant, tes parents ne le reverront plus. Okay. Je vais tuer ton fils, tu vas vivre avec ça tout le reste de ta vie. » Ou c'était « il va nous tuer tous les deux. » Mais il me disait tellement souvent « moi, te tuer », que c'était rendu comme s'il me disait « je t'aime », dans le sens que ça n'avait pas d'impact. Tellement qu'il disait souvent, oui. C'était comme rendu une banalité. Hey, c'est pas drôle quand on dit ça, là, mais c'était rendu ça, mais il reste qu'en dedans de moi, j'étais sûre que je ne sortirais jamais de là. Et la semaine d'avant, ma mère m'avait fait installer le téléphone. Puis c'est dans le temps des nouvelles technologies où les téléphones, tu avais la base, puis tu avais le téléphone sans fil. Oui. Et sur la base, il y avait aussi un clavier qui faisait que tu pouvais composer main libre. Fait que lui, il s'en allait avec le téléphone dans le salon. Oui. Puis moi, j'avais la base dans la chambre, mais lui, il n'a pas pensé au fait qu'il y avait ça. Que tu peux composer, c'est ça. Là, OK. Fait que la 3e journée, un coup que j'avais couché mon fils pour la sieste du matin, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai fait, mais je sais que j'étais dans ma chambre, puis il est arrivé, puis il avait le téléphone dans les mains, puis il m'a assommé avec le téléphone. Je suis tombée, combien de temps, je ne sais pas. Je suis tombée dans le lit. Okay. Quand je me suis réveillée, il n'était plus là. Il devait être retourné dans le salon. Mais là, j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose. Fait que j'ai pris le téléphone, puis j'ai composé le numéro de mes parents. Puis il y avait la technologie des afficheurs à ce moment-là. Puis du moment où j'ai composé, lui a entendu, il s'en venu vite. Mais je me disais, c'est pas grave. Okay. Mes parents vont voir le numéro de téléphone. Fait que mettons qu'ils rappellent, puis je réponds pas. Ils vont envoyer quelqu'un. Ils vont comprendre qu'il se passe quelque chose. Fait que, t'as beau me tuer, c'est pas grave, mes parents vont le savoir. Je t'ai rendu que je me disais ça, mais lui, quand il a entendu le téléphone, faut savoir qu'il avait peur de mon père puis de mon frère. Puis c'est mon frère qui a répondu. Fait que lui, tout ce qu'il disait, c'est « Non, non, laissez faire, je m'en vais, je vais la laisser tranquille, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. » Puis moi, à ce moment-là, encore là, ça doit être la lionne en moi, je me suis sentie en sécurité, puis j'arrêtais pas de dire, tout ce qu'il disait, j'y répétais, mettons, je m'en vais, oui, tu t'en vas en dedans. Je te garantis que tu t'en vas en dedans pour ce que tu as fait. Puis là, il disait, non, non, fais pas ça. Non, non, je te le dis,
tu t'en sortiras pas, c'est pas vrai que je vais laisser passer ça, ce que tu viens de faire, c'est grave. Puis je me défoulais parce que j'avais quelqu'un à l'autre bout du téléphone. Tu savais que tu avais de l'aide de l'autre bord, oui. Puis lui, pendant ce temps-là, il faisait ses bagages pour se sauver. Il s'est effectivement sauvé. Puis j'ai essayé de faire le 911, puis ça ne fonctionnait pas. En tout cas, à un moment donné, les policiers sont arrivés en même temps que ma mère puis mon frère. Fait que j'ai déposé une plainte contre lui. Ça a pris 9 mois avant qu'il le retrouve. Fait que pendant 9 mois, j'ai vécu pas mal de choses. Pas mal l'enfer, je vous dirais. J'avais vraiment extrêmement peur. J'étais en choc post-traumatique assez intense. Avec raison, oui. J'étais persuadée qu'elle allait me retrouver puis qu'elle allait finir sa job. Fait que j'ai été hébergée à un moment donné, l'année d'avant, je crois, c'était le drame de Françoise Lirette. Fait que les gens étaient très, très alertes à ça. Puis moi, je comprenais pas. Moi, je restais chez ma mère. J'étais en sécurité chez ma mère. Puis à un moment donné, il y a une femme du centre de femmes L'Étincelle qui m'a fait réaliser que non seulement moi, j'étais en danger, mais je mettais aussi mes parents en danger. Fait qu'elle m'a convaincue d'aller en maison d'hébergement. Puis merci à cette femme-là. Et merci à la maison d'hébergement parce que j'ai pu amorcer un travail de reconstruction. J'ai quand même habité là longtemps, ce qui est particulier parce qu'habituellement, en maison d'hébergement, on n'habite pas longtemps. OK. Mais moi, j'étais en danger tout ce temps-là. Fait que j'ai resté 5 mois et la maison deuxième étape n'existait pas à ce moment-là. Elle n'était pas encore en fonction. Fait que j'ai resté 5 mois là pour ensuite partir avec mon garçon en appartement. Là. Si tu ne serais pas partie cette journée-là, qu'est-ce qui aurait arrivé après toi? Je suis sûre que je serais morte. C'est lui qui m'aurait tuée ou c'est moi qui m'aurais enlevé la vie. Je suis pas mal sûre de ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de suicides chez les femmes qui ne sont pas documentées et que c'est souvent des femmes qui sont victimes de violences conjugales puis qu'ils n'arrivent pas à partir, fait qu'ils choisissent de s'enlever la vie, là, mais je suis persuadée que je ne serais plus là aujourd'hui là, pour te parler. Donc, d'où l'importance d'aller chercher de l'aide comme toi, tu le fais. Oui. On va reparler après la pause. Donc, on revient dans 30 secondes. Restez là. Quand une personne qu'on aime est en couple avec quelqu'un de problématique ou qu'on nous raconte un énième féminicide dans un petit voisinage tranquille aux nouvelles, notre premier réflexe, c'est de se dire « Mais pourquoi est-ce qu'elle l'a pas quitté? » Moi, te le dire, là, je t'aurais sacré cela, ça aurait pas été long. Ce qui arrive, là, dans la vraie vie, c'est qu'un agresseur met en place toute une série de stratégies subtiles pour isoler sa victime. N'oublions pas qu'une situation de violence conjugale commence en général par une histoire d'amour. Et qu'un agresseur, au tout début, il est assez formidable, hein? Doux, attentionné, très, très bien coiffé. C'est assez rare qu'on tombe amoureux d'une personne qui nous menace avec son couteau à beurre au premier rendez-vous. Hein? Donc, imagine quand la personne que t'aimes te manipule depuis des années, que cette personne-là t'a privé au fil du temps de ton individualité, de ton estime, de tes repères, puis de toute forme de liberté, qu'elle soit physique ou financière. Mais avoir ne serait-ce que le recul et l'éclairage nécessaire pour prendre conscience que ta santé, voire ta vie, est en danger, c'est vertigineux. Ça prend du temps, de l'appui et beaucoup, beaucoup de courage. C'est pas tout le monde qui a le luxe de pouvoir quitter un conjoint violent du jour au lendemain comme ça. Hop, 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 hop. Je fais mon petit bagage et je claque la porte sur du Beyoncé. Il y a à peu près 57 obstacles qui se dressent sur ton chemin. OK, je pars, mais je vais habiter où? Hein, je peux pas déménager à 4 heures d'ici, j'ai un travail. Est-ce que mes enfants vont être en sécurité? Est-ce qu'il va nous retrouver? Bon, il n'est pas toujours violent. Il va peut-être changer. Évidemment que la réponse est non. Mais quand t'as 2 petits, 22 piastres et quart dans ton portefeuille, puis que t'as perdu tes repères, tu fais ce que tu peux pour survivre. C'est tout. Puis parfois, ça implique plusieurs tentatives infructueuses avant de réussir à quitter une personne abusive pour de bon. Même si de l'extérieur, ça a l'air simple. Se reconstruire après une relation toxique, ça prend du temps. Ça prend beaucoup, beaucoup d'amour, mais aussi du soutien. Mais c'est parfaitement possible. Si tu as besoin d'aide pour ça, les intervenantes des maisons sont là pour t'aider. On est là pour toi. Appelle ou écris-nous. Toujours avec mon invitée, Suzy Levasseur.
Donc, Suzy, on parlait tantôt que tu es allée chercher de l'aide. Donc, ça a été le début, justement, de ton cheminement envers, on peut dire, la guérison. Tout à fait. Oui, c'est ça. Comme je disais un peu plus tôt, j'ai été hébergée à la Maison des femmes de Bécomo, qui est la maison d'urgence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où on est en sécurité là, à cet endroit-là. Et par la suite, lorsque j'ai quitté, la maison Anita Lebel, où ce que je travaille maintenant, n'existait pas. C'est ça. La maison deuxième étape. Fait que j'ai fait mon cheminement seul avec travailleur social, plus travailleuse sociale, psychologue et tout ça. Okay. Fait que c'est beaucoup plus long dans ce temps-là de se reconstruire en étant comme seul en face à ça, parce qu'on s'entend, une travailleuse sociale, on va une fois par mois. Ça fait du temps, ça prend du temps avant de dire, OK, on a refait notre confiance, notre estime et tout ça. Fait que j'ai travaillé pendant 10 ans sur moi, en continuant d'élever mon fils seul, pour finalement arriver à travailler moi-même là, dans le domaine. Là. J'ai travaillé aux 2 endroits. OK. La maison Anita Lebel existait, mais on n'était pas financé les maisons deuxième étape, fait que le salaire était pas assez élevé pour que ça soit juste mon salaire, puis on ne pouvait pas avoir du temps plein. Fait que j'étais intervenante à la Maison des femmes de Bécomo et intervenante à la Maison Anita Lebel. Et 6 mois plus tard, la coordonnatrice de la Maison Anita Lebel a quitté, fait que je suis devenue coordonnatrice et j'étais totalement seule, là, donc j'étais coordonnatrice intervenante, tout en continuant d'être sur appel à la Maison des femmes de Bécomo. Donc, j'imagine de travailler avec des personnes qui ont vécu la même chose que toi, bien, ça t'aide aussi dans ton cheminement, quelque part. Bien, en fait, ça me permet de continuer de voir comment ça demande beaucoup pour se reconstruire. Oui. C'est sûr que moi, ce que j'ai vécu me permet une compréhension différente. Ça permet aussi aux femmes de dire « Hey, c'est possible de s'en sortir », mais il faut être totalement rétabli, si je peux utiliser ce mot-là, là, avant de dire je vais aller travailler dans ce domaine-là, parce que tu es surtout dans un petit milieu comme Bécomo. Là. Oui. Moi, mon premier accompagnement avec une femme, là, c'était dans l'appartement où j'étais avec lui. Fait que si tu n'es pas sûr, solide et totalement guéri, tu peux pas faire ce travail-là, ça c'est certain. Par contre, c'est moi j'arrête pas de dire, c'est un privilège d'assister à cette transformation-là, d'assister à cette reconstruction-là que les femmes font, mais ça permet de voir que ça prend du travail, du courage. C'est pas facile de partir, puis d'aller se connecter, puis aller travailler sur soi. Tu sais, de travailler l'intérieur, là, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et d'effort, mais moi, chaque année, je vois des transformations incroyables où des femmes mettre fin complètement à la violence dans leur vie parce qu'ils ont acquis une base solide pour être capable de dire hey, « ça, j'en veux plus ». Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que ton ex-conjoint a essayé de revenir dans ta vie pendant cette période où... Entre les 10 ans, je ne me rappelle plus combien d'années après, là, il a tenté par téléphone, mais moi, la porte n'a jamais été ouverte. Tu sais, c'est ce qu'on dit aux femmes. Laisse pas ça parce qu'il va prendre ça. Moi, il n'y a jamais eu le moindre possibilité parce que aussitôt que cette fois-là, il a essayé, puis j'ai appelé les policiers tout de suite parce qu'il y avait une interdiction de contact. Fait, puis je l'ai croisé plusieurs années plus tard dans un bar. OK. Et quand il a vu que c'était moi, quand nos regards se sont croisés, il a regardé ses pieds. Parce que je n'étais plus la même personne. Puis j'ai jamais baissé mon regard. Okay. Je l'ai regardé, puis je l'ai affronté, puis ça a fait comme « Oh là là, OK. » Ça a été terminé, là. Ça a été terminé à ce moment-là. Là. Est-ce que tu trouves qu'il y a encore beaucoup de préjugés aujourd'hui envers les femmes violentées? Oui. On entend toutes sortes de choses. Hein, que... Oui, c'est parce que, tu sais, comme je dis, c'est beaucoup de travail, puis les gens s'imaginent que du moment où la femme part, c'est fini, puis elle n'a rien qu'à passer à autre chose. Puis ils s'imaginent que la violence finit là aussi, mais elle ne finit pas là. Il y a des femmes là qui vont être en danger toute leur vie parce que le monsieur, il ne lâche pas le morceau. Oui. Puis la manière qu'on est construit, la manière que les lois sont faites, on n'arrive pas à protéger les femmes totalement, puis à 100%. Donc, tu parlais du 10 ans tantôt. On comprend que c'est un long cheminement et beaucoup de travail sur soi. À Maison Anita Lebel, qui est la maison deuxième étape, les femmes peuvent habiter jusqu'à 2 ans. OK.
Parce que ça prend du temps, je le dis, je le répète, je ne le dirai jamais assez. Et ce 2 ans-là, une femme qui se donne cette chance-là, qui n'a pas de relation pendant ces 2 ans-là, ou ce 1 an-là, puis même juste 6 mois-là, il y a quelque chose qui va être changé en elle. Parce qu'elle va avoir pris ce temps d'arrêt-là pour elle, pour comprendre les choses, puis après ça, elle va rentrer en relation d'une façon différente. Si une personne à la maison aimerait vous contacter, Oui. comment ils le font? Il y a plusieurs façons, soit par téléphone. Fait qu'on a une ligne sans frais, on a le téléphone aussi 418-296-4100. On a les réseaux sociaux. J'ai Jessica qui est très active, qui fait des capsules d'information puis de prévention. On a notre site web aussi qui est www.maisonnitelebel.org où on met un peu de... Ça dit un peu notre mission, comment faire, c'est quoi nos services, mais c'est vraiment par les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, là, qu'on est plus active à ce niveau-là. Puis ça rejoint une clientèle aussi différente, là. D'accord. Donc aujourd'hui, comment tu vas? Je suis vraiment choyée de pouvoir prendre mon vécu pour permettre d'expliquer aux gens c'est quoi, puis faire une différence. Mais tu sais, j'ai aussi un mandat de changement social. La violence conjugale, c'est pas juste privé. Fait que moi, je travaille autant avec les femmes au quotidien, mais aussi au niveau des politiques, au niveau des comités de travail, pour essayer d'emmener un changement là, au niveau de la société, parce que la violence conjugale, je ne peux pas la changer toute seule. C'est ensemble qu'on peut faire de quoi. Et ça fait partie de mon mandat, mais mon personnel sert à la cause. Tu sais, moi, quand je raconte, c'est comme une histoire pour moi parce que c'est réglé. Dans ma vie de tous les jours, je ne pense pas à cette histoire-là. C'est plus moi, je fais mon travail. Tu as eu un recul. Tout à fait, tout à fait. Fait que c'est comme je prends, quand je viens faire des choses comme aujourd'hui, je prends mon livre d'histoire, qui est mon histoire, puis là, j'en parle, puis après ça, je referme ça, puis c'est fini. J'ai plus ça en moi. C'est vraiment un outil de travail maintenant, mon vécu, pour amener un changement là, dans la vie des femmes puis dans la population en général. Si tu aurais un message à lancer aux gens à la maison, ça serait quoi? Si vous croyez que vous côtoyez une femme, l'entourage là, elle a un rôle majeur à faire. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Vous aussi, vous pouvez avoir des services. Vous aussi, vous pouvez être accompagné pour aider cette personne-là. La femme n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'être aidée. C'est très différent. Comme tu ne peux pas prendre la femme et dire « OK, tu sors de là ». Par contre, tu peux lui amener des outils, tu peux lui parler des ressources, tu peux être là pour elle. Moi, là, sans mes parents, je ne serais pas là aujourd'hui parce que ce matin-là, ce n'est pas la police que j'ai appelée. C'est mes parents. C'est ma mère que j'ai appelée pour dire « Maman, j'ai besoin d'aide ». Mais la majorité des femmes, c'est ça qu'elles font. C'est un proche qu'elles appellent lorsqu'elles sont en danger. Fait que s'il vous plaît, soyez à l'affût, soyez à l'écoute, soyez là pour elles. Vous ne savez pas à quel point c'est important puis comment ça peut sauver la vie d'une femme. Suzy, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça fait plaisir. Merci à vous à la maison également d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Sans Tabou. Bye! Si on essaie de s'imaginer, parler avec quelqu'un, il n'y a pas nécessairement de rétroaction. Je peux lui parler, il ne me répond pas. Je n'ai pas idée de ce qu'il comprend. Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière des Caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de la Haute-Côte-Nord.